les acteurs étrangers, les grandes entreprises étrangères, les pays développés et les hommes d'affaires qui sont de nationalité hors africaine. Je ne me permettrai jamais de critiquer un président de la République parce que le président est une institution. Au contraire, je dois encourager ce qui se fait dans un pays en fonction de mon échelle et en fonction de ma perception des choses. Mais si je m'adresse à un public, j'ai bien envie de leur partager la vérité en fonction de comment je l'ai perçu et de comment je l'ai pratiqué. Vous ne m'entendrez jamais dire « j'ai entendu, je n'entends rien ». Je fais, je partage. Mais quand je partage une information sensible, il est important que je l'explique d'une façon à ce que les populations me comprennent. Je ne suis pas en train de couvrir l'État, ni de favoriser les jeunes, ni d'avantager qui que ce soit. Je donne mon orientation en fonction de ce que je crois. Et il est important de dire que nos États n'ont pas fait le choix de privilégier les Africains. J'ai travaillé sur des projets où nos dirigeants m'ont dit « Nous ne pouvons pas privilégier les Africains pour l'exploitation de telle ou telle autre ressource parce que les Africains n'ont pas les compétences qu'il faut. Les Africains n'ont pas les garanties qu'il faut. Les Africains n'ont pas l'argent qu'il faut. » Je ne préfère pas me lancer dans un débat, mais je peux vous assurer que certains pays qui ont réussi à promouvoir l'entrepreneuriat, c'est en mettant en place des stratégies. Là, au moins, je peux me permettre de comparer. Qu'est-ce qui nous empêche donc de réfléchir à ce que ces ressources soient exploitées par les nationaux dans un pays? Et la parenthèse que je peux partager encore avec vous, c'est quoi? Par exemple, les Africains sont absents dans l'exploration du pétrole et dans l'exploitation du pétrole. Parce que tout simplement, lorsque les entreprises étrangères se sont accaparées de ces ressources, elles ont élaboré un mode de fonctionnement qui exclut tout de suite les nationaux. Les entreprises n'ont pas exclu les nationaux de façon expresse, mais les conditions que nos États ont acceptées avec ces entreprises font qu'aujourd'hui, nous avons du mal à y aller. Je ne rejette la faute sur personne, je veux juste qu'on réfléchisse pour trouver la solution. Maintenant donc, je voudrais conclure cette petite partie en disant que nous, en tant que fils d'Afrique, nous ne sommes pas éligibles dans les grandes opportunités. Nos États ont déjà fait leur choix. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne me permettrai pas de critiquer, je préfère contribuer, mais tout en disant la vérité. En dehors de ça, nous avons la possibilité en tant que jeunes de nous préparer à affronter les défis et de factoriser l'État en multipliant la parenthèse par 0 dans un premier temps. Parce que l'État ne peut pas compter dans ce que je veux réaliser en tant qu'acteur. Au contraire, je dois m'engager à consolider ce que l'État apporte dans la nation. Je ne dois pas être parasite, au contraire, je dois être contributeur. Mais qui veut être contributeur? Comment ce contributeur doit se positionner? Comment il doit voir son avenir? Certains jeunes estiment que pour préparer leur avenir, c'est d'aller sur Internet, créer une page Facebook, aller sur YouTube, être présent au niveau des réseaux sociaux pour expliquer qu'ils sont entrepreneurs. C'est leur choix, j'en parlerai pas. D'autres estiment qu'il faut critiquer l'État. D'autres estiment qu'ils n'ont pas de travail, il faut juste qu'ils entreprennent. Il y a plusieurs catégories si on classait les jeunes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Après avoir identifié ce classement chez les jeunes, moi je vais vous dire 3 petites choses qui existent chez quelqu'un qui a l'ambition d'y aller. Première chose,
qu'est-ce qui empêche un jeune de s'engager en fonction de son échelle sur une opportunité qui est exploitable? Un jeune étudiant qui est en 3e année d'anglais a la possibilité de donner des cours particuliers pour apporter sa contribution dans la vie des citoyennes et des citoyens, mais en même temps, il est en train de résoudre un problème de société, parce que plusieurs enfants ont des difficultés à accéder à des parcours élitistes. Qu'est-ce qui empêche un jeune en chimie de s'engager dans cette préparation, d'être créatif ou créative, en se lançant dans une réflexion de créer un produit dont la population a besoin? Qu'est-ce qui peut empêcher un jeune de réfléchir à détecter ce dont les clients ont besoin, ce dont les consommateurs ont besoin, ce dont les citoyens ont besoin, et que ce jeune s'engage à y apporter une réflexion? Et vous allez voir que le projet sur lequel j'ai pu travailler avec Lomé Business School s'inscrit dans cette dynamique d'accompagner les jeunes à développer le talent créatif. Heureusement, ce qui fait qu'on a de très bons résultats chez LBS, le choix de l'étudiant est déjà inscrit dans une dynamique de sélection rigoureuse. Fort heureusement, n'importe qui n'y a pas accès. Donc, mon travail avec LBS est facilité par le tri. C'est vrai que c'est une école qui a son positionnement, qui se dit « je veux être parmi les meilleurs d'Afrique, pas du Togo ». Donc, il est important que la philosophie managériale soit orientée sur des critères objectifs en matière de sélection. Et je m'en vais vous présenter vers la fin comment on se déploie au quotidien pour que nos jeunes entreprennent. Je dis nos jeunes parce que nous sommes en contrat de partenariat. Je dis nos jeunes également parce que ça me concerne en tant qu'Africain. Je dis nos jeunes parce que j'ai noué d'excellentes relations conviviales avec les propriétaires. Donc c'est important de le souligner. Donc le deuxième point que je voulais partager, c'est qu'aujourd'hui, dans cet environnement togolais, il y a des défis majeurs sur lesquels nos États travaillent. Je vous invite à fouiller toutes les structures d'accompagnement de l'État et essayer de comprendre ce que veut faire l'État. L'ANPE est une structure publique qui accompagne, qui forme, qui veut transformer et qui s'essaye, malgré les contraintes que cette agence a, s'essaye. Maintenant, en s'essayant, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des jeunes puissent se renseigner pour se préparer? C'est vrai que dans ces types d'organisations, nous n'avons pas toutes les ressources, ça il faut le dire. Nous n'avons pas tout l'argent qu'il faut. Nous n'avons pas toute l'expertise qu'il faut. Mais le peu que nous avons, il faut qu'on le consolide pour aller de l'avant. C'est important de le dire. Donc ce deuxième point constitue pour moi le fait d'aller chercher l'information et de se préparer en conséquence. Le troisième, et ça rentre en ligne droite avec le projet que je vous ai présenté, le projet que je mène avec Lomé Business School, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat et sa façon d'être pratiquée en Afrique, moi, me fait peur. Ça me fait peur parce que plusieurs personnes qui prennent la parole, qui expliquent l'entrepreneuriat et comment on doit entreprendre, ne sont pas des entrepreneurs. Et c'est la première contrainte que j'ai identifiée sur notre territoire. Les gens vous expliquent n'importe quoi. Heureusement, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait une communication en direction des entrepreneurs au niveau des réseaux sociaux. Je n'y connais même pas. Je ne veux même pas connaître les réseaux sociaux. Le travail que je fais ne me le permet pas déjà, mais le travail que j'ambitionne de faire plus tard ne me permet pas. Il ne s'agit pas de ma promotion personnelle. Ma personne est extrêmement petite
concernant l'ambition que j'ai. L'ambition que j'ai est beaucoup plus grande que ma vie personnelle. Donc ce n'est pas important d'aller sur Internet, d'expliquer ce qu'on fait. C'est vrai, j'ai un parcours assez étoffé. Ça m'appartient, je n'ai pas besoin de l'étaler. J'ai juste envie que cela cesse chez nous. Qu'on parle, qu'on poirote, qu'on vende du vent. Il faut que ça s'arrête. Et autre chose, aujourd'hui, c'est dommage de le constater, plusieurs acteurs africains également, qu'on a pris comme mentors, excusez-moi de le dire, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils ont commencé entrepreneurs, certes, mais maintenant ce sont des businessmen. Un businessman, c'est qui? Quelqu'un qui est proche des gens, on lui file des marchés, il devient milliardaire et on nous présente cette personne comme référence. Toi, tu connais le ministre, on t'a facilité le marché, tu es la référence. En quoi pour moi? Tu n'es pas une référence. Tu es une personne qui profite de nous, de notre dos, pour faire tes propres affaires. Donc, les personnes qu'on nous présente, je ne vois pas. Mais par contre, j'ai eu la chance, moi, de connaître des personnes lors de plusieurs de mes expériences professionnelles qui ne connaissent pas où se trouve la télévision nationale, qui ne connaissent pas où se trouve le business school, qui ne connaissent pas où se trouvent les grands salons. Mais ces personnes, je suis admiratif de leur système. Parce que leur système, c'est quoi? Comment réussir moi-même à travers l'analyse de l'environnement immédiat et comment déployer mes moyens personnels pour y arriver. Et les premières personnes de cette catégorie de population, je veux nommer les femmes. Et malheureusement, chez nous, nous n'avons pas la première ressource d'un développement intégré. C'est vrai, sur le discours, nous le signalons, mais dans la pratique, je ne vois pas aujourd'hui quelle est la dynamique que nous avons créée auprès des femmes pour implémenter un développement favorable à nous-mêmes. Donc ce que je disais tout à l'heure au niveau des entrepreneurs, je ne suis pas contre ces personnes, absolument pas. Elles n'ont qu'à être multimilliardaires, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'ai envie que notre société fasse la promotion d'autres individus qui n'ont pas accès à ces réseaux et qui font du beau travail. C'est la maman qui s'engage à régler les problèmes du quartier en créant sa propre activité. Et cette personne, c'est vrai qu'elle n'est pas mise en avant, mais au moins elle est sûre d'être dans une perspective de réussite. Et aujourd'hui, on peut imaginer que toutes les structures qui marchent, si vous faites un diagnostic de pourquoi ça marche, il y a la main des femmes. C'est une seule main multipliée par plusieurs mains. J'ai choisi une main parce que ce que la femme a de façon générale, l'homme avec le petit H ne l'a pas. En fonction de mon expérience personnelle. La femme peut en cuisiner, s'occuper de créer une activité, faire marcher le quartier, promouvoir la paix, faire plusieurs choses en même temps. Moi, personnellement, en tant qu'homme, je ne sais pas faire ça. Je fais les choses étape par étape pour m'en sortir. En plus, la créativité féminine. Et vous les jeunes, je vous adresse cette partie de partage d'expérience avec LBS pour que vous sachiez qu'il est important aujourd'hui qu'on se réveille et qu'on arrête d'écouter les gens sur Internet. Chez LBS, à titre d'exemple, nous avons un concept qu'on appelle Semaine de l'innovation de la créativité, chaque année. Et dans ce concept d'une semaine, nous regroupons tous les jeunes de l'école et nous présentons les défis à relever en termes d'opportunités d'affaires. Et nous faisons venir plusieurs consultants de dimension internationale et des acteurs locaux et les jeunes sont accompagnés pendant une semaine avec 3 critères. Le premier critère, le projet sur lequel le jeune doit s'initier doit correspondre à un projet pour lequel il faut qu'on voit un prototype. C'est-à-dire le jeune s'initie à un prototype avant la fin de l'incubation. Le deuxième critère qui est évident, il faut que le projet soit rédigé sur papier
avec les critères que nous avons définis à la base. Le troisième critère qui est important, le mini-plan d'affaires qui permet d'évaluer la soutenabilité de l'entreprise, y compris sa durabilité et sa rentabilité. Moi, ce qui me plaît, ce n'est pas que les jeunes créent des entreprises, c'est que les jeunes ont le déclic de s'initier dans l'entreprise à travers une activité pratique. N'oubliez pas que LBS n'est pas mon école. J'ai ma propre école. J'ai ma propre école, mais je n'ai jamais pris la parole en parlant de mon école. Parce que les expériences que j'ai développées au niveau de mon école, ce sont mes expériences personnelles. Pourquoi je le signale? Je ne voudrais pas que quelqu'un me taxe de venir à Lomé pour faire la promotion d'une école. Si je dois faire la promotion d'une école, c'est la mienne que je dois faire. Je n'ai pas besoin de faire la promotion de mon école parce que je ne travaille pas dans mon école. Dans mon école, je suis propriétaire, j'ai des heures de travail, j'ai 2 cours à donner, ça se limite à ça. Mais par ailleurs, j'ai d'autres personnes qui travaillent pour moi, pour faire ce que je fais dans d'autres écoles. Maintenant, c'est vrai que chez LBS, il y a une équipe, il y a des jeunes, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi une dirigeante assez regardante sur comment créer des process pour que ça marche. Et là où je vais terminer, c'est pour 3 minutes, c'est pour conclure ceci. Vous savez, chers jeunes, moi ça fait 14 ans que je viens ici au Togo. Vous me permettez de vous dire, ce n'est pas le seul pays pour lequel j'ai une activité professionnelle. Donc je suis confronté à la réalité du pays. La chance que j'ai peut-être que les autres n'ont pas, j'ai ma liberté de parole et ma liberté de ton, tout en respectant l'autorité. L'autorité, je dois la respecter, mais j'ai ma liberté de parole. Parce qu'un entrepreneur, si l'État n'est pas content de lui ou pas, il doit continuer à vivre. Parce qu'on n'entreprend pas, parce qu'il y a l'État qui est là. On entreprend par conviction, on doit... Parce qu'il y a quelques années, et c'est sur ça que je vais terminer, j'ai rencontré une jeune fille au Togo. Parce que j'ai coordonné un très grand projet ici, vers Palimé, un projet de l'État en matière de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Je ne vais pas vous expliquer le contenu du projet, ça a été un succès assez intéressant, mais ce que juste je peux vous dire, c'est avec qui je travaille dans 3 pays, au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Et cette jeune fille est ici avec moi, elle s'appelle Aimon Sangui Adé. J'ai même proposé à ce qu'elle partage son expérience parce que j'ai compris très tôt, lors de nos premiers échanges, elle est en premier lieu. Elle a réussi à s'imposer dans mon environnement, de sorte que tous les projets les plus importants, je ne réfléchis même pas sur qui j'ai tout c'est elle. Et si une Togolaise a cette chance, une Togolaise qui a 24 ans et qui avec d'autres africaines, dans ce pays-là, il existe aussi d'autres Togolaises comme elle que nous n'avons pas encore identifiées. L'objectif, bravo à l'environnement qui lui a donné l'opportunité de croire à ses produits et à ses potentialités. Et, honnête, elle travaille moins avec moi aujourd'hui parce qu'elle a créé une nouvelle entreprise au Togo. Elle fait des merveilles là-dessus. Si elle prendra la parole pour en parler, avec plaisir. Si elle n'en parle pas, je ne vais pas en parler. En tout cas, la parole sera libre parce que je dois en même temps libérer cette parole parce que j'ai épuisé mes 30 minutes. Mais c'est juste pour vous dire, si vous avez la chance de croire en vous-même et de ne pas orienter votre parcours sur quelqu'un ou de ne pas trouver quelqu'un pour penser que c'est avec cette personne-là que vous allez réussir, vous allez être épanoui toute votre vie. Vous aurez la possibilité de vous exprimer comme vous voulez, mais tout en respectant, et j'insiste. Voilà. En tout cas,
sur ça que je vais clore mon propos. Nous avons 1 heure de débat et je m'avais adressé la parole à notre talentueux modérateur. J'ai apprécié son niveau de créativité et son innovation. Je me suis retrouvé à l'aise pour faire ma communication. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous avez comme applaudissement. Alors, moi, je voudrais débuter par la fin de son allocution. Respecter l'autorité tout en gardant sa liberté de parole. Respecter l'autorité tout en gardant sa liberté de parole. Honnêtement, avant de laisser la parole à l'assistance, je vais peut-être faire un petit résumé de son allocution. Dans un premier temps, l'orateur, M. Thiam, a parlé de l'État, de nos dirigeants, des contraintes liées au management d'État, des difficultés propres aux dirigeants, aux contraintes régionales, sous-régionales et même internationales dans lesquelles nos États fonctionnent. Ensuite, il a mis un point d'honneur sur la communication, ou en tout cas le narratif qui est fait autour de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai particulièrement apprécié le fait qu'il ait dénoncé les gestionnaires de portefeuille qu'on nous présente comme des entrepreneurs. Il les a qualifiés de businessmen, ceux-là qui, à cause des proximités, ça et là, bénéficient de certaines largesses et qu'on nous présente sans cesse comme des success stories. Ensuite, l'orateur a parlé de l'importance de mettre en place un système pour réussir soi-même. Et l'accent a été mis sur la première catégorie de ceux-là qui arrivent quand même à mettre en place des systèmes, en tout cas pour gérer plusieurs choses à la fois, que sont les femmes. Donc la question a été posée, que faisons-nous exactement pour l'autonomisation, la promotion de la femme? Loin des slogans, loin des discours politiques et politiciens. Ensuite, l'orateur, si je ne me trompe pas, a émis le vœu de créer des champions locaux, c'est-à-dire de mettre en lumière ceux-là et celles-là qui font véritablement le bon travail. Il ne s'agit pas de mettre à l'écart ceux-là parce qu'ils gardent leur liberté de ton, malgré leurs compétences. Il ne s'agit pas de les écarter, mais d'en faire des champions, de braquer beaucoup plus la lumière sur eux, de propulser les méritants et de favoriser beaucoup plus l'insertion des femmes. Et je finis par sa fin, pour reprendre encore ces termes, c'est respecter l'autorité tout en gardant sa liberté de parole. Alors, avant de vous laisser la parole pour vos questions, si vous avez appris quelque chose grâce à son allocution, je vous prie une fois encore de lui faire un banc, s'il vous plaît. J'ai été fidèle? Très fidèle. Ceci étant, la parole est à qui veut la prendre. Nous avons 30 minutes d'échange que j'espère vif, empreint de sincérité et de liberté. Oui, oui, voilà. Oui, une main ici. Ensuite, ici, secondo. On va prendre une série de... Je voudrais juste préciser quelque chose, s'il vous plaît. Je précise. Moi, quand on me pose des questions, je voudrais que ça soit des questions directives, des questions personnelles. Quelqu'un qui me dit comment on finance un projet, je ne connais pas, je n'ai pas de banque. Quelqu'un qui me dit comment vous avez réussi, je ne peux pas répondre. Moi, j'ai été en grande école, là-bas, ce n'est pas le même système ici. Quelqu'un qui me dit comment vous réussissez à piloter toutes vos entreprises et être présent ici, je n'ai pas de réponse. Donc, ce n'est pas moi. Je ne suis pas en jeu, premièrement. Mes activités ne sont pas en jeu. Mon parcours n'est pas en jeu. Parce que mon parcours, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est vrai que dans mon allocution, on m'avait demandé d'insister sur mon parcours. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que moi, je suis contre qu'on suive les gens, donc on ne doit pas me suivre. Je ne dois pas vous dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, non, non.
je dois vous dire exactement ce que j'ai compris, ce que j'ai fait, vous tirez ce que vous avez envie de tirer et vous faites ce que vous voulez. Donc, je veux des questions personnelles. J'ai commencé mon truc, je suis à tel niveau, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voici mon problème, quelle est votre solution? Là, au moins, je veux répondre. Mais si quelqu'un me dit, moi, je veux entreprendre, qu'est-ce que je fais? Mon ami, je ne sais pas. Très franchement, je ne veux pas répondre. Merci. Très bien. Je dois répéter des questions précises, concises. D'accord? Directives. Pas de questions d'ordre général, pas de questions... voilà. Première question. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Monsieur a eu à dire... Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Je suis étudiant-chercheur en biologie. Mon nom c'est Bachanti Kankwenanya. Ma question c'est ceci. Il a eu à dire que les gens nous expliquent comment entreprendre, mais qui ne sont pas des entrepreneurs. Maintenant, j'ai eu à échanger avec plusieurs, mais je ne sais pas comment su me prendre ce qui ne sont pas des entrepreneurs. Et c'est avec leur idée que moi aussi je prône m'engager dans l'entrepreneuriat. C'est ça ma question. Je veux savoir comment identifier ces personnes qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui s'échangent avec des jeunes qui désirent entreprendre. D'accord. Peut-être pour résumer, c'est la volonté de pouvoir différencier les gestionnaires de portefeuille. Voilà. Deuxième question. Bonsoir à tous. Bon, je ne vais pas me présenter. Bon, ma question c'est un peu. Vous aviez parlé du fait Présentez-vous s'il vous plaît. Présentez-vous. Okay, bon, je m'appelle Assadi Tetevikate. Je suis étudiant en licence de management à Lomé Business School. Donc, ma question c'est un peu concernant. Vous avez parlé du fait que l'Afrique regorge de potentialités et tout. Maintenant, pour mettre, disons, un accent sur ces potentialités, comment les mettre en valeur? Moi, bon, je me suis dit, que pensez-vous du fait que de ce retard? Est-ce que ce retard c'est dû au fait de la formation que nous recevons depuis le préscolaire, ou bien c'est disons les mentalités qui se développent au fil du temps? Merci. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je travaille au journal Clin Clin. Clin Clin, c'est un journal en ligne de la place. Bon, je voudrais savoir, monsieur l'orateur, quand on est être vivant, mais on n'est pas inspiré, on n'a pas de projet, alors qu'il y a tout autour des financiers virtuels, potentiels, qui se promènent. Et si vraiment vous avez un projet, il peut vous financer alors que vous n'en avez pas. Bon, quelle formule faut-il appliquer pour pouvoir avoir à portée de main un projet, du moins? Voilà ma préoccupation. Non, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous, c'est votre cas? Est-ce que vous avez déjà subi cela? Oui. Mais donnez-moi le projet par exemple. L'idée c'était quoi? L'idée c'est que je n'en ai pas. Non. Donc vous, votre problème est très simple, je vais répondre. Vous n'avez pas encore l'idée, Voilà. mais le financement est là. Voilà. Très bien. Vous êtes la meilleure personne de notre salon d'aujourd'hui, c'est très bien. Vous avez l'argent, c'est ce que les gens cherchent. Mais par contre, j'ai dit la meilleure personne en fonction de comment l'argent est une préoccupation chez nous. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne indication. Hein. Mais merci, vous cherchez des idées. Voilà. Ok. Peut-être une quatrième question, s'il vous plaît. Parce que notre modérateur a choisi une série de questions, on arrête, ensuite on reprend. S'il vous plaît, merci. Ok. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Djanjale Moufidatou, gestionnaire comptable de formation, actuellement commerçant des produits agroalimentaires. Donc, l'orateur a parlé des réseaux sociaux. Qu'un entrepreneur n'a pas besoin de réseaux sociaux pour parler de ce qu'il fait. Ah, est-ce que je peux rectifier? Je n'ai pas dit ça. Ah, ok. Je préfère rectifier tout de suite, comme c'est enregistré. Ok.
J'ai dit, moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas besoin d'aucun réseau social pour faire mon travail, moi. Mais les autres, si les réseaux sociaux peuvent vous aider à améliorer vos produits, faites-le. Mais moi, personnellement, je ne veux pas aller dans les réseaux sociaux. Ça fait 17 ans que j'entreprenne en France et en Afrique. Je ne veux pas les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Moi, personnellement. Ok. Par exemple, regardez. Tout le monde me dit, ah, tu es à la conférence du salon, tu as. Moi, je n'ai jamais vu jusqu'à présent une seule affiche. Parce que tout simplement, je n'ai pas les réseaux sociaux. Les gens me partagent les informations qu'ils ont reçues, mais moi, j'en ai pas. Je parle de moi, pas des autres. Ok, donc ma question est de savoir quelles sont vos stratégies en dehors des réseaux sociaux. Et aussi, nous savons que nous sommes à l'ère du numérique, du digital. Et il faut le marketing digital pour publier ses produits et tout. Il faut les réseaux sociaux à notre génération. Donc, j'aimerais que vous partagiez avec nous vos stratégies de communication pour qu'on puisse s'en inspirer. Merci. Alors, pour vous répondre tout à l'heure également, je ne suis pas doué dans la stratégie de communication. Je vais me permettre de m'appuyer tout à l'heure d'une collaboratrice aimant, et c'est elle qui gère toute la partie communication. Toute la partie communication, pas uniquement ici, mais ailleurs. Elle sait comment on fait la conception, comment on fait la diffusion, je ne m'y connais pas. J'ai une partie de la réponse, mais l'autre partie, je vais vraiment... Emma n'aime pas parler, hein, mais je vais lui imposer la parole, je suis son patron, même si on est au Togo. N'est-ce pas, Boris? Je peux lui imposer la parole? Très bien, merci beaucoup, Boris. Alors, donc, je vais répondre aux 4 questions. Monsieur, vous m'avez dit comment identifier le bon conseiller, la bonne ressource. Vous savez, je vais vous donner 3 exemples. Malgré le niveau que j'ai, que j'accepte, je ne connais pas la dénomination de CIO. Par contre, j'ai reçu plusieurs cartes de visite de jeunes. J'ai vu CIO. CIO, je ne connais pas. Je me suis renseigné. J'ai oublié le terme qu'on m'a donné en anglais, mais j'ai compris que CIO égale PDG. C'est ce que j'ai compris. Ah, je sais que j'ai des entreprises qui m'appartiennent, mais je n'ai pas la qualité d'un président directeur général, moi, avec mes 17 ans d'expérience. Je ne sais pas comment on peut être né aujourd'hui, commencer à s'initier dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, et être PDG. Et derrière PDG, j'ai appris qu'il n'y a que le sac de l'entrepreneur, mais il n'y a pas d'entreprise ni de salariés. Je n'ai pas encore compris ça. Je n'ai pas compris également d'autres concepts qu'on utilise aujourd'hui en Afrique. J'avais dit 3, mais je préfère m'en arrêter là, pour des raisons de temps également. Mais je voudrais juste soulever cela. Les titres ne sont pas les plus importants dans notre existence. C'est ce que nous apportons. Et ce que nous apportons, ça peut nous marquer. Par exemple, on peut imaginer, au lieu de me présenter comme président, je vous présente une activité sur laquelle j'ai travaillé, qui a eu des impacts positifs. Pour moi, cela a plus de notoriété que de vous présenter de ma personne. Alors, comment identifier le bon conseiller? Cher monsieur, vous me dites que vous faites la biologie. Et dans ce secteur, il y a énormément de choses à faire. Et malheureusement, ce n'est pas nous qui sommes en première ligne. Parce que nos produits sont certifiés par d'autres pays. Nos produits que nous consommons sont fabriqués par d'autres pays, mais nous sommes à la base des matières premières et des premières transformations. Nos produits sont normés par d'autres communautés. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai rencontré plusieurs étudiants en biologie qui me disent « Je suis dans la saponification, je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans. » Je voudrais juste partager avec vous. Je suis dans quelque chose doit être un produit sur lequel tu dois avoir la fierté de le présenter avec les normes requises. Et malheureusement, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Ça, je voulais juste partager avec vous cette partie. Ce qui fait qu'on est dans ce contexte-là, mais tout le monde se dit entrepreneur. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, ce n'est pas ma conviction, ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, comment identifier le bon conseiller? Au lieu de vous donner des indications, je vous partage comment je travaille en tant que consultant. Si vous m'approchez
pour me demander de vous conseiller, la première chose que je fais, c'est de vous envoyer un état sur lequel vous allez répondre à mes questions. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que voulez-vous faire? Quel est votre environnement? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Je dois d'abord détecter vous, votre environnement, vos possibilités, votre entourage. Tout ceci me permettra de savoir comment cerner vous, votre identité, vos possibilités, vos compétences et les contraintes de l'environnement. Tant que ce premier travail n'est pas fait, pour moi, on n'est pas dans le conseil. Ça, c'est le premier élément. Si quelqu'un vous lui pose une question, je veux entreprendre, je n'ai pas trouvé de financement, et la personne vous donne tout de suite la réponse, arrêtez la relation. La personne n'est pas professionnelle. Parce qu'un professionnel doit s'exprimer sur un sujet pour lequel il a eu des contenus objectifs. Tant que je ne vous reçois pas et que je ne parle pas avec vous et que je ne maîtrise pas vous, votre environnement, votre contexte, je ne peux pas m'exprimer. Donc le premier rôle d'un consultant, c'est d'analyser la personne et son contexte. Un deuxième élément qui est important. Imaginez, vous me dites, je veux que vous m'aidez à améliorer les performances de mes collaborateurs. Vous me donnez l'information. Mais vous, je ne dois pas m'arrêter uniquement à vous, parce que vous, c'est selon vous. Vous m'avez donné des informations concernant comment vous les avez perçues. Peut-être, ce que vous m'avez dit, les salariés ont d'autres informations que vous ne maîtrisez pas. Moi, je peux penser que les salariés ne travaillent plus parce que le salaire n'est pas bon. Peut-être qu'il fait chaud. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas productifs. Peut-être qu'ils ne sont pas salués le matin. Peut-être qu'ils n'ont pas l'environnement décent pour travailler qui fait que les salariés ne sont pas productifs. Donc le deuxième élément d'un travail d'un consultant, c'est d'aller voir sur le terrain, est-ce que ce que le commanditaire de la mission a expliqué correspond à la réalité du terrain. Donc le terrain est un élément indispensable pour compléter le diagnostic. Donc échanger avec le chef d'entreprise, constater via le terrain. Maintenant, il y a un troisième élément. Le terrain, si vous y allez, c'est pour constater. Mais en constatant sur le terrain, il faut interroger les acteurs du terrain. Il faut demander aux collaborateurs pourquoi ceci, pourquoi cela. Cela vous donne l'opportunité d'avoir 3 indicateurs. Le dirigeant de l'entreprise, vous lui avez adressé une correspondance avec des questions. Il a rempli, vous avez une première base d'information. La deuxième base d'information, vous êtes sur le terrain, vous évaluez vous-même grâce à votre observation. Le troisième élément, c'est que vous posez des questions, vous allez recevoir des réponses. Maintenant, vous avez 3 indicateurs clés et vous êtes seul maintenant, vous pouvez préparer les réponses. Maintenant, en Afrique, j'ai appris que faire du conseil, c'est donner la solution. Permettez-moi de vous dire, ce que j'ai appris pour le métier du consultant, moi, je ne donne pas des conseils. Je donne des indications. Et je donne des points de vue. Je donne des éléments. Par exemple, si monsieur vient me voir en me demandant des conseils sur un projet, je ferai le tour de ces 3 indicateurs. Mais une fois que je termine, je ne vais pas lui dire « fais ceci ». Non, parce que « fais ceci », ce n'est pas convenable avec son environnement. Parce que lorsque monsieur va me parler, il ne me donnera pas toutes les informations. Certaines informations sensibles, il va me les cacher. J'ai tellement compris l'Afrique que quand je fais un diagnostic, je ne vous impose pas ma série de questions. Je vous laisse la liberté de donner d'autres réponses qui n'ont rien à voir avec les questionnements. Maintenant, je peux vous dire, selon le contexte que vous avez présenté, vous avez premièrement, faites le projet en intégrant votre femme, si possible. Faites le projet en ne pas intégrant votre femme. Ça, je vous donne plusieurs possibilités. En un mot, si vous êtes seul maintenant, en fonction du tableau que j'ai dressé, vous faites votre choix et je vous accompagne selon votre choix. Un exemple pratique. Imaginez une femme vient me voir en me disant, mon mari ne veut pas que j'aille à Dubaï. J'ai mon projet, j'ai déjà investi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui demander de divorcer? Non. Est-ce que je dois lui demander d'aller à Dubaï? Non.
Je peux lui présenter, y aller à Dubaï sans l'accord de son mari. Quels sont les avantages et les inconvénients? Le fait que le mari te bloque et que toi tu ne peux pas voyager, quels sont les avantages et les inconvénients? Le fait que tu divorces, quel sera ton nouveau profil? C'est que je donne à la femme toutes les sources de connaissances et des compétences que j'ai, et je donne la possibilité à la femme d'avoir une lecture de tout ce que j'ai ramassé comme capacité, et je lui transmets cela. Maintenant, en lui transmettant, la dame peut en tête reposer, réfléchir pour voir quelle est la meilleure alternative. Imaginez une femme dépendante de son mari, qui lui paie son loyer, qui lui a payé sa voiture, qui lui donne la dépense quotidienne, vous lui demandez de divorcer. Vous êtes malade ou quoi? Cette femme ne va jamais vous écouter. Donc un consultant, ce n'est pas quelqu'un qui donne la solution. C'est quelqu'un qui oriente. C'est quelqu'un qui t'éclaire. C'est quelqu'un qui t'apporte une vision éclairée de ce que tu veux faire. Mais les consultants d'ici te disent, fais ceci, fais cela. On ne peut pas dire ça, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner. C'est ce que je voulais apporter. Monsieur Assidi, un jeune avec qui j'ai travaillé depuis 3 ans quand même chez Lomé Business School, moi pour vous répondre, je n'ai pas besoin d'aller loin. Prenez votre cas. Moi je vous ai vu. Même si nous sommes 200 dans l'incubateur, j'ai vu ce jeune venir à 6 heures du matin et rentrer vers les coups de 1 heure du matin. Lui-même, il a sa réponse, peut-être. C'est cette réponse-là qu'il faut partager aux jeunes. Lorsque vous avez voulu créer votre entreprise, vous avez fait le choix de ne même pas sortir déjeuner et que votre petite sœur vous ramène le dîner le soir. J'ai vu, vous ne m'avez pas expliqué, j'étais dans la salle à plusieurs reprises. Maintenant, moi, je pense que ce sont ces types d'engagements qu'on doit présenter aux jeunes en leur disant que j'ai voulu créer mon entreprise, j'ai pensé qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, que je voie moins ma copine, que je sorte moins en boîte de nuit, que je me concentre plutôt au travail, que je me concentre sur ce qui peut me faire réussir. Aujourd'hui, le jeune qui m'a posé la question est dans une perspective de créer sa boîte. Il m'avait contacté il y a quelques jours pour me demander de le recevoir au cas où je serais à Lomé. C'est ça aussi qu'on attend d'une école. Pourquoi je dis école? Parce qu'il a lié sa question à la formation. Mais heureusement, dans son école, on fait la promotion d'autres choses. Je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas dans nos écoles. Vous savez, les gens nous disent en Afrique, nous avons des intellectuels. C'est faux. C'est faux. Nous avons des parleurs. Nous avons des personnes qui prennent la parole, qui expliquent. Mais ce ne sont pas les vrais intellectuels. J'ai été méchant de dire c'est faux. Mais en réalité, si vous suivez mes développements, on a des intellectuels mais qui n'apparaissent pas à la télévision. Je voudrais garder le suspense. En parlant d'intellectuels, c'est quoi? Comment on peut être dans une république en Afrique et vous, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et que vos enfants sont au Canada et que vos enfants suivent leurs études au Canada? Vous savez ce que ça signifie? Moi, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, voici le système que je propose à l'ensemble du pays Ganwanda. Et vous, vous devez faire ça parce que c'est la meilleure opportunité pour réussir. Et vous rencontrez votre fils, vous lui dites, dans ce pays-là, ce que je dis aux gens là, c'est faux. L'éducation n'est pas bonne, la formation n'est pas bonne. On prépare ton visa, tu pars ailleurs. C'est que le jour où tu penses à ça, ton poste de ministre, tu n'es pas légitime pour le récupérer. Tu n'es pas digne d'être ministre, je le dis, c'est moi. Deuxième chose, comment tu peux être ministre de l'Éducation nationale et que tes enfants, qui ne sont ni français ni américains, sont dans des écoles américaines et dans des écoles françaises? Attention, je précise, parce que si quelqu'un me connaît dans la salle, la personne peut me dire, toi ton enfant est dans une école française. Je préfère préciser. Non, c'est important de préciser. J'ai une fille de 9 ans qui a la double nationalité comme moi, je préfère. Et à 9 ans, elle est en France, c'est un choix. Je ne souhaiterais pas qu'elle fasse ses études en Afrique, je précise. C'est moi qui dis, je ne veux pas. Ou non, je préfère être honnête. Je n'ai aucun mandat électif, je n'ai aucune responsabilité gouvernementale. J'ai le droit, en tant que binational, de dire à ma fille, vas-y là-bas où on réussit. Je veux lui préparer son avenir. Ça, c'est mon choix.
pour elle. Maintenant, quand elle aura 18 ans, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Mais son père n'a pas fait ce choix. Son père a fait le choix d'avoir une entreprise en France et de sillonner l'Afrique. Vous imaginez, ce que j'ai voulu pour ma fille est totalement différent de moi ce que je veux. Et maintenant, les deux informations que je donne. En introduction, ma fille n'a pas de télévision, elle a 9 ans et ne regarde pas la télé. La première chose que j'ai évacuée chez moi, c'est que télévision, ça n'existe pas. Pour lui permettre de vivre suivant les réalités africaines. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir ma fille 2 ans à Dakar pour apprendre le Wolof, pour apprendre le Coran et pour faire l'école, je précise une école française, pendant 2 ans pour avoir les réalités du terrain. Et en plus, cette jeune fille poursuit l'Afrique avec moi. Elle a été à Lomé Business School, elle part au Ghana, elle part en Côte d'Ivoire, elle parcourt l'Afrique avec moi et je lui donne l'opportunité d'aimer l'Afrique en tant que binational. Et je voulais préciser cela parce que quelqu'un peut me dire, toi, ton enfant est en France. Oui, bien même, elle reste là-bas, elle ne vient pas ici. Mais elle viendra en vacances, elle participera au projet, elle est même associée de mes entreprises, hein, même si elle a 9 ans. Permettez-moi, normalement, ce n'est pas dans des conférences qu'on explique cela. Mais je ne veux pas que mon message soit orienté sur autre chose. Je veux être clair. Je n'ai pas mis mon enfant ici. Mais par contre, j'ai fait de mon mieux pour qu'elle aime ce pays-là, l'Afrique. Quand elle quitte l'Afrique, elle rentre, elle pleure. Alors, je passe à la troisième question, rapidement. Qui est monsieur qui n'a pas d'idée. Je préfère vous recevoir tout à l'heure ou bien demain, nous échangerons nos contacts. J'ai quelques recommandations à vous faire. Je dois comprendre d'abord pourquoi il n'a pas des idées. Mais par contre, la première information publique que je peux donner, la lecture et le sens de l'observation te poussent à tout de suite adhérer à des idées novatrices. Ça, c'est important. Et je disais tout à l'heure, au niveau de la formation liée à sa question, permettez-moi de souligner quelque chose qui est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons conçu une école en retard. Vous savez, une école en retard, c'est quoi? Quand la France veut faire quelque chose, nous, on fait. La France et le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est des pays différents. Il faut demander à Madame Patience Adjivon, pardon, c'est quoi la France? Là-bas, c'est totalement différent. On ne peut pas copier la France. Moi, j'aurais souhaité un jour qu'un ministre de l'enseignement supérieur s'engage à être audacieux en se disant, au lieu de faire des classes où il y a 30 étudiants, avec un enseignant qui vient que raconter sa vie, on fait une classe avec 30 heures de cours où on invite une personne qui fabrique du savon. En fabriquant le savon sur place, les jeunes identifient le schéma de production, le schéma de qualité, le schéma de packaging, le schéma de marketing. C'est ça une étude adaptée à notre réalité. Mais nous, quand on explique aux jeunes le marketing à travers un support, le jeune ne capte rien. Parce que déjà, le professeur n'est pas spécialisé en marketing. Ensuite, le professeur n'a pas de boîte de marketing. Enfin, le professeur n'a aucune action marketing en direction des entreprises. C'est ce professeur-là qui doit expliquer comment on fait du marketing. Ce professeur, il est comme moi, il est limité. Moi, je suis limité en marketing. C'est pourquoi d'autres personnes gèrent les aspects marketing de mes boîtes. Je ne m'y connais absolument pas en communication. Donc, pour dire, il faut que nos autorités osent créer. Mais pour oser créer, comme je l'ai dit, il faut les intellectuels. Mais malheureusement, on n'en a pas. Et les meilleurs intellectuels chez nous, on ne les connaît pas. Ce sont des jeunes qui sont dans des garages de mécaniciens, qui sont très talentueux, qui peuvent tout de suite ouvrir une voiture et détecter la panne. Nos meilleurs intellectuels, ce sont nos photographes qui n'ont pas appris la photographie et qui se sont engagés à développer une approche innovatrice et qui peuvent faire des photos extraordinaires. Nos meilleurs talents, ce sont les jeunes du secteur informel qui quittent Palimé, qui s'installent à Lomé, qui ne s'interdisent absolument rien et qui s'engagent dans la réussite avec leur brillante tête. Nos meilleurs intellectuels, ce sont les femmes à qui les hommes ne donnent pas de l'argent et qui se sont engagés résolument à créer des activités génératrices de revenus, à s'occuper des enfants, à les éduquer, à leur donner un poids réel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Notre système est faux. Parce que quand
On regarde la télé, on voit autre chose. On voit des discours organisés, on voit des paroles préparées, il n'y a pas de spontanéité. Donc finalement, ce qui se fait chez nous ne correspond pas à ce qui devrait se faire. Et malheureusement, plusieurs personnes qui ont la légitimité d'en parler, ces personnes-là n'osent pas en parler parce qu'elles ont des responsabilités étatiques. Des responsabilités qui nous coûtent cher. Parce qu'un ministre, il faut que moi je crée une entreprise, je paye des impôts pour qu'on lui donne sa dotation d'essence. Et que ce ministre à qui j'ai donné de l'argent pour qu'il fasse un travail confortable, ne le fait pas pour moi. En général, il fait le travail de remplissage des poches. Des poches de qui? De lui-même, de sa communauté, de ses militants et de son entourage. Permettez-moi de conclure parce qu'on me signale que mon temps est presque épuisé. On m'avait demandé de présenter mes ouvrages sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Je suis engagé, c'est uniquement ce que je dirais. Et mon engagement m'a poussé à dire à notre population, est-ce que nous, on doit attendre que la France produise des documents pour qu'on puisse s'appuyer de ça pour réussir? J'ai honte quand je rencontre un jeune qui me dit, j'ai lu le livre de développement personnel de telle personne. Et cette personne-là, si on évalue son parcours, on voit qu'elle est née aux États-Unis, elle a grandi aux États-Unis, elle n'a fait que les États-Unis. Et aujourd'hui, nos jeunes s'inspirent des Américains pour pouvoir engager ce processus de réussite. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui s'inspirent des Français, des Allemands. Je vous donne une information, je n'ai jamais lu un Français en matière de développement personnel et je ne le lirai pas. Je ne lirai jamais un étranger d'Afrique sur les questions d'entrepreneuriat et de développement personnel. Je vais préciser, comme je suis enseignant en France, je lirai uniquement les Français en fonction de ma matière d'enseignement. Ma matière d'enseignement m'oblige à lire une documentation française, je le fais. Mais à part cela qui est obligatoire, je ne lis pas les Français, ni les Américains, ni les Asiatiques, je lis les Africains. Parce que ce que je fais et la promotion de ce que je fais, ce que je veux promouvoir, ce sont les Africains qui doivent le dire, qui doivent me l'expliquer. Je dois voyager au fin fond de l'Afrique pour comprendre comment ça se passe. Et cela m'a un peu interpellé et je me suis lancé dans l'écriture. Par exemple, la question qu'il me disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat au niveau du système éducatif. Après avoir travaillé sur une mission avec les Canadiens en Côte d'Ivoire, au Mali et au Burkina, j'en ai écrit un ouvrage pour dire, si on veut promouvoir l'entrepreneuriat en tant que jeune étudiant, comment on fait selon le contexte africain? Et pourtant, c'est une mission canadienne. On s'impose chez les Canadiens pour leur dire, nous ne sommes pas la même chose que vous. Vous êtes Canada, pays développé. Nous sommes Afrique, un pays qui cherche le développement. On ne peut pas faire la même chose. Donc, les ouvrages, j'en ai écrit plusieurs. Je les ai exposés de l'autre côté, mais ce qu'il faut retenir dans tous mes ouvrages, et j'ai pris une posture là-dessus, on ne parlera que de l'Afrique. Je ne parlerai pas de la France ni des États-Unis. Et surtout, dans cette vision africaine de promouvoir l'entrepreneuriat, c'est les femmes, je commence toujours par les femmes, et les jeunes, pour inciter la créativité, l'innovation. Et là, je me suis lancé dans d'autres écritures pour inciter les enfants à rejeter le modèle sur lequel nous avons grandi et à implémenter le modèle de nos anciens. Nos anciens ont réussi sans télévision, sans Internet, sans eau potable, ni ressources. Elles ont réussi, ces personnes-là, à nous mettre dans un système assez pointu. Et ce système-là nous a donné aujourd'hui la réussite que nous avons. Mais aujourd'hui, on ne peut pas balayer d'un revers de main tout ce que nous avons comme potentialité en disant vive la France, vive les États-Unis, vive le Canada. Moi, je ne dirais pas en bas ces pays. Moi, je dirais vive l'Afrique. Point. C'est ce que je voulais apporter comme réponse tout en vous remerciant. Son allocution,
Je tiens à rappeler que son intervention peut être vue et revue sur les canaux sociaux de l'association Terreau Fertile, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Et n'hésitez pas à partager les liens pour partager le contenu de nos échanges à vos connaissances. Nous tenons également à saluer la présence parmi nous de Madame Céline Badamassi Mivedor, directrice générale du FAIEJ, du Fonds d'appui aux initiatives et entreprises des jeunes au Togo. C'est également le lieu de rappeler que l'ANPE, le stand de l'ANPE est juste derrière où se déroulent toutes les opérations de délivrance des cartes de demandeurs d'emploi. D'accord ? Il se passe également sur le stand de l'ANPE des entretiens d'embauche, des entretiens d'embauche, des entretiens de stage. Vous pouvez vous approcher de l'Agence nationale pour l'emploi juste derrière. Avant d'annoncer la prochaine intervention, nous allons donner peut-être 2 minutes, mais pas plus. Vous promettez? Pour la question de la personne. Oui. Je peux prendre une personne qui peut répondre dans le marketing, qui travaille dans le marketing avec moi. Je préfère. Ça ne vous gêne pas? Ok. Comme ça, je parle plus. D'accord. Donc, vous avez... Oui, non, avant de laisser la parole à votre intervenante, il est prévu un panel sur le digital, le marketing digital et l'influence digitale dans les jours, durant le salon. Donc, ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps d'en discuter en long et en large. Mais tout de suite, nous allons laisser la parole à votre collaboratrice pour son intervention, mais de 2 minutes, s'il vous plaît. Nos prochains panélistes sont déjà là et on ne va pas trop grignoter sur leur temps. Merci. Donc, je vais juste préciser, quand on me pose une question que je ne maîtrise pas, je ne réponds pas. Mais comme il y a une personne qui travaille avec moi sur cette problématique, je préfère lui donner la parole. Je sais que c'est moi le choix pour animer le débat, mais l'honnêteté intellectuelle fait que si je n'ai pas tout ce qu'il faut en termes de contenu, je dois donner la parole à quelqu'un d'autre. On est bien d'accord? Ce n'est pas des largesses que je donne à quelqu'un, mais c'est de l'honnêteté. Donc je vais lui donner la parole. Emma, tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Merci beaucoup, monsieur Lam. Alors, la question était de savoir... Oui, venez. Okay. Moi, je peux disparaître en même temps? D'accord. Oui. Je peux disparaître en même temps. Emma, le pupitre, comme tu es femme là, il faut montrer que les femmes sont meilleures que les hommes. Voilà. Alors, la question était de savoir quelles sont les stratégies qu'on puisse utiliser en dehors des stratégies du marketing digital. Déjà que le temps nous fait défaut, je ne vais pas entrer en profondeur. Je vais juste préciser que le marketing digital a également sa place aujourd'hui. Toutefois, en dehors du marketing digital, il y a plein d'autres stratégies qu'on peut utiliser et les stratégies diffèrent en fonction de chaque type d'activité. C'est-à-dire, je ne peux pas donner des stratégies marketing à appliquer de façon générale. C'est en fonction de la spécificité de l'activité qu'on définit les stratégies marketing. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Alors, une fois de plus, je vous invite à remercier chaleureusement monsieur Ibrahima Théo Lam pour son intervention. Je tiens personnellement à le remercier pour sa fibre féministe.